ateliers du Donc, je me présente. Mon nom, c'est Karine Deraspe. Dans le fond, moi, je suis l'animatrice d'aujourd'hui. Je vais m'occuper aussi là, du clavardage. Là, et je suis du regroupement FADIO. Donc, je suis coordonnatrice adjointe au FADIO. Et nous avons là, le mandat de s'occuper de l'animation des ateliers là, pour les prochaines semaines. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, l'atelier, c'est l'évaluation des apprentissages. Comment relever ce défi pour la formation à distance en mode asynchrone, qui nous sera présenté par Anissa Frini, professeure de l'UQAR. Donc, Anissa est professeure au campus de Lévis en production et méthode quantitative. Elle offre des cours à distance au baccalauréat en mode asynchrone et à la maîtrise dans les cours en tutorat. Son expérience en enseignement à distance est récente et est couronnée de succès. En effet, en plus d'être bien apprécié par les étudiants, son cours en mode asynchrone a permis à ceux ayant des difficultés avec les cours de méthode quantitative d'améliorer leurs résultats. Donc, Anissa, je te laisserai la parole. Bon atelier à tous. Merci, Karine. Alors, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai pu monter le cours méthode statistique pour la gestion et aussi, j'ai 2 cours qui sont à distance, dont un qui se donne régulièrement à toutes les sessions, qui est méthode statistique, et l'autre cours gestion des opérations. Donc, moi, en fait, mes cours que je donne en sciences de la gestion, ce ne sont pas les cours les plus faciles pour les étudiants. Je dirais même qu'ils sont comme évalués comme étant l'un des cours les plus difficiles pour ces étudiants. Alors, du coup, je me suis posé la question, en fait, j'ai fait un pari au départ. Je me suis dit peut-être que la formation à distance va m'aider. Alors, je vais vous expliquer le cheminement de ma réflexion. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter donc le cheminement de ma réflexion, qu'est-ce que j'ai fait et les résultats. Donc, moi, comme je l'ai dit, en fait, je donne les cours dans lesquels, qui nécessitent en fait des préalables mathématiques assez importants et une grosse hétérogénéité dans mes groupes. Donc, j'en ai qui ont un cours de cégep, 2 cours de maths, j'en ai qui n'en ont pas du tout eu. Leur dernier cours, genre, date du secondaire 5. J'en ai qui en ont eu, mais ça fait plusieurs années, puis là, ils sont rendus, en fait, c'est-à-dire ça fait, admettons qu'ils ont été admis sur une base d'expérience professionnelle, donc pour eux, les mathématiques, c'est très loin. Donc, le cours présente plusieurs concepts et j'ai souvent en classe, quand je l'ai donné, il y a un gros déphasage dans la compréhension des étudiants. Donc, j'en ai qui vont très vite comprendre et j'en ai qui ont toutes les difficultés du monde. J'en ai qui vont trouver le cours qui va très, très vite, puis j'en ai qui vont trouver que le cours va vraiment, que je suis lente, que je peux aller plus, que je peux aller faire plus d'exercices, etc. Donc, l'objectif, c'était de ne pas perdre les étudiants qui n'ont pas les préalables mathématiques et qui rencontrent beaucoup de difficultés, mais aussi de ne pas désintéresser les autres qui ont le bagage mathématique nécessaire et qui veulent aller plus vite dans les concepts. En plus, à l'UQAR, en fait, notamment dans le campus de Lévis, on a des conflits d'horaires pour nos étudiants. En fait, le cours est obligatoire, puis il ne peut pas être retardé dans le cheminement parce que c'est un cours qui est préalable à plusieurs autres cours. Donc, c'est important de le suivre au moment le plus tôt dans le programme. Et on a une réalité que environ 70% de nos étudiants qui travaillent. Donc, les conflits d'horaires, ça arrive très souvent. Et finalement, bien entendu, on ne peut pas l'échapper, la concurrence, notamment avec l'Université Laval qui est juste à côté du campus de Lévis et qui donne des cours médiatisés et que de toute façon, les étudiants le demandent à l'admission qu'ils veulent, est-ce que vous offrez des cours médiatisés ou pas? Donc, la médiatisation n'est plus vraiment toujours un choix. Ceci dit, dans mon cas, ça a été un choix. Alors, comment ça a été un choix? C'est que dans mon cas, en fait, j'ai pris l'hypothèse que la formation à distance va résoudre mon problème. Alors, quand je l'ai dit au début à certains collègues, ils ont trouvé ça un peu bizarre que je pense cela, mais là, je me suis dit, c'est pas grave. C'est un projet que je qualifie high risk, high effect.
C'est beaucoup de risques, mais si ça marche, ça va marcher super bon. Et si ça ne marche pas, ben, c'est un test que j'aurais fait, puis que je n'aurais pas réussi. Mais dès le départ, je me disais, en fait, pourquoi la médiatisation? Parce que si je l'offre de façon asynchrone, les étudiants qui ont des difficultés, ils vont pouvoir revisionner, ils ne sont pas contraints dans les 3 heures du cours. Ils peuvent réécouter la professeure autant de fois qu'ils veulent et en même temps, ben, ceux qui sont avancés, ils peuvent aller plus vite sur certaines choses. Donc, pour moi, en fait, la médiatisation, elle répondait aux besoins d'un apprentissage à la carte, aussi d'aller au rythme de l'étudiant. Donc, je n'ai pas les 3 heures, la contrainte de tout faire rentrer, en fait, en 2h50 de temps. La possibilité, donc, pour les étudiants, comme je l'ai dit, de visionner et révisionner les étudiants. Et je pouvais aussi vérifier l'assiduité des étudiants avec Moodle, ceux qui ont fait les leçons, ceux qui ne les ont pas faites, etc. Donc, je trouvais que le suivi sur Moodle pouvait m'aider. En classe, ils viennent, souvent, bon, il y a quelques absents comme dans tous les cours, puis on leur donne des exercices à faire à la maison, mais après, bon, qu'est-ce qui arrive dans leur apprentissage, on ne le sait pas trop. Donc, le problème que j'avais, c'est que l'interaction est limitée. Puis surtout, comme la grosse question que je me posais, c'est comment faire pour que la médiatisation du cours puisse offrir les outils pédagogiques qui obligent les étudiants à être assidus, à avoir une bonne compréhension de la matière, à refaire les leçons quand ils n'ont pas compris, parce que je me rends compte qu'il y a des étudiants que quand ils ne comprennent pas, ils vont pas, ils sont pas persévérants, donc ils vont lâcher. Alors, comment faire ça? Et pour cela, aussi, la grosse question, c'est en tant que professeur, comment je vais savoir si les étudiants sont en train de bien travailler ou pas? Donc, la question, c'est une question d'évaluation. Et quand je parle d'évaluation, ce n'est pas seulement une évaluation en fait évaluative, mais aussi une évaluation formative. Donc, il faut que je sois capable, il faut que j'offre un cours à distance pour lequel je suis capable de suivre l'apprentissage des étudiants. Je peux dire, dans mon groupe, actuellement, l'apprentissage se fait bien ou j'ai un problème dans l'apprentissage de tel concept. Donc, comment je vais y arriver? Mais là, bon, développer un cours. Donc, les objectifs, c'est de développer un cours donc, adapté aux étudiants qui ont plus de difficultés. L'idée, c'est vraiment de leur offrir de courtes capsules vidéo. Chaque capsule vidéo présente un seul concept, donc un concept à la fois pour qu'ils s'assurent de leur apprentissage. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'offre tout le temps, en fait, par exemple, moi, c'est un cours de méthode. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que ce que je présente aujourd'hui s'applique surtout pour les cours quantitatifs tels que c'est le cas de mon cours. C'est sûr que pour d'autres cours d'autres natures, ben, ça peut être, il faut l'adapter, l'idée ne fonctionnera peut-être pas comme il faut, mais pour les cours où on a des concepts, on a des méthodes à la fois, donc un concept à comprendre et une méthode à apprendre à appliquer, ben, ça fonctionne. Donc en fait, l'étudiant va regarder une vidéo, il va comprendre le concept. Par la suite, moi, je fais une deuxième vidéo dans laquelle j'applique, par exemple, admettons que j'ai présenté une méthode, mais je l'applique pour qu'il voit comment on l'applique. Et après, je demande à l'étudiant de faire un exercice. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, les exercices d'application vont permettre à l'étudiant de vérifier son apprentissage, mais vont aussi me permettre à moi d'évaluer l'apprentissage, de savoir est-ce qu'il a bien répondu ou pas. Donc, l'idée aussi, c'est d'offrir un cours où l'étudiant reçoit une évaluation pour chaque activité qu'il réalise. Donc, la grosse question que je me suis posée au début, je me disais, le pari que j'ai fait, que la formation à distance allait m'aider, ne peut être réalisable. Je ne peux réussir ce pari que si j'ai la possibilité de suivre l'apprentissage de mes étudiants. Autrement, ça va être difficile. Donc, en fait, j'évalue tout dans le cours. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Tout est monté sur Moodle avec la rubrique test. Donc, peu importe ce que l'étudiant fait, il a une note à la fin.
La note, elle ne compte pas dans le bulletin. En fait, elle peut compter ou pas dans le bulletin, mais même si elle ne compte pas dans le bulletin, ben moi, ça me permet de savoir, il y a tant d'étudiants qui ont fait telle leçon, qui l'ont terminé jusqu'au bout et qui ont eu, admettons, 70 et plus. J'évalue donc les exercices d'application, j'évalue la leçon dans son ensemble. Donc, c'est une façon d'évaluer les apprentissages. Et cette façon d'évaluer les apprentissages, ben, ça permet aussi de garder l'étudiant informé. Parce que là, l'étudiant, quand il rentre en classe 3 heures de temps, il n'a rien compris, il sort de là, il dit, bon, je n'ai pas compris grand-chose du cours d'aujourd'hui, ou il y a des choses que j'ai comprises, mais d'autres pas, mais il ne sait pas où est-ce qu'il se situe. Est-ce qu'il échoue ces 3 heures aujourd'hui? Est-ce qu'il est à 60% dans son apprentissage, ou 80, ou 40, ou 20? Alors, cette possibilité-là, à la fin de la leçon, il est capable de savoir, oui, j'ai bien compris, puis j'ai pas mal tout compris, ou il y a la moitié du cours que j'ai mal compris. J'ai des tests qui sont formatifs et des tests qui sont évalués. Ben c'est ça. Alors, l'idée aussi, c'est d'offrir un cours qui est riche en contenu. Donc, pour les étudiants qui veulent en faire plus, les étudiants qui sont bons et qui veulent, tu sais, les travailleurs, là, les étudiants qui veulent faire toutes les séries d'exercices qui puissent exister, puis qui veulent vraiment s'assurer d'avoir leur A+, ben, j'ai une très, très grande base de questions et à chaque fois que l'étudiant fait la leçon, il a des questions différentes à chaque fois. Donc, les étudiants sont encouragés à en faire plus, que ce soit ceux qui ont mal compris pour mieux comprendre, donc pour réévaluer leur apprentissage. Donc, ils ne seront pas pris avec la même question. C'est une question très similaire, mais avec des données différentes. Qui va leur permettre de savoir si, à leur deuxième visionnement, ils ont mieux compris ou pas. Et en même temps, ceux qui veulent en faire plus, ben, ils ont la possibilité d'en faire plus. Pour ce qui est de l'équipe, ben, on était principalement, en fait, il y avait moi, il y avait un assistant. En fait, il y avait 2 assistants de recherche, mais le premier, je n'ai pas vraiment... C'est parce que, vous savez, quand on fonctionne avec des assistants de recherche, des fois, on réussit notre coup, puis des fois, on réussit moins notre coup. Donc, en termes de ressources, il faut vraiment s'assurer d'avoir quelqu'un qui maîtrise bien le Moodle, comme là, moi, au début, j'avais un premier assistant de recherche, mais finalement, ben, je l'ai changé avec quelqu'un d'autre qui était, lui, très, très efficace dans le travail. Donc, il faut faire attention dans le choix des ressources. Il y a bien sûr Geneviève Sanson de l'UQAR qui m'a beaucoup aidée aussi, notamment à choisir les bonnes ressources sur Moodle pour arriver à ce que je voulais. Bon, pour les subventions, en fait, moi, j'ai médiatisé 2 cours. Le premier cours a été médiatisé avec un fonds de l'UQAR, le fonds TIS de l'UQAR, puis le deuxième avec la subvention du FADIO. Et dans les 2 cours, j'ai monté une banque de questions vraiment, vous allez la voir tout à l'heure, très riche. Donc, c'était très exigeant en termes de ressources pour monter les questions, pour intégrer l'information dans Moodle. Mais à part ça, parce que ça, tu sais, avec les subventions, je me suis quand même bien débrouillée. Mais à part ça, le gros problème, c'est qu'il faut vraiment prévoir, avec la méthode que je vous propose aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de temps du professeur parce que tout se fait par le professeur. Donc, moi, je fais les capsules qui présentent les méthodes ou les conseils. Je fais aussi des vidéos pour présenter pour chaque méthode un exemple d'application parce que dans le cours, en 3 heures, je n'ai pas le temps de faire un exercice sur chaque méthode. Tu sais, je vais présenter des méthodes, mais je n'ai pas le temps de laisser les étudiants faire, tu sais, un exercice pour chaque méthode. Alors, ce que la médiatisation m'offre, c'est la possibilité de leur montrer, moi, parce que je n'ai pas de contraintes, donc je leur montre comment faire l'exercice, eux, ils font l'exercice. Donc, c'est comme si en classe, j'avais plus que les 3 heures. Mais ça demande beaucoup de temps. J'ai une grosse banque de questions. Il faut choisir les questions. Il faut s'assurer, une fois qu'ils sont sur Moodle, de toutes les vérifier parce que la personne qui les rentre, elle n'est pas, c'est pas une experte en statistique ou une experte dans votre cours. Donc, il faut s'assurer vraiment, il faut tout refaire les exercices pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur qui a glissé dans les questions. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Le cours est bâti sur Moodle. Donc, comment je l'ai organisé? J'ai une figure, en fait, ça, j'en ai parlé un peu.
Mais je vais aller directement à la figure parce qu'elle parle mieux. Mais en fait, comme j'ai dit, j'ai une première vidéo. Donc, la personne débute la leçon, l'étudiant débute la leçon. J'ai pour chaque concept ou méthode une vidéo qui présente le concept, une vidéo qui présente un exercice. Si c'est un concept théorique, ça peut être je peux ne pas avoir une deuxième vidéo ou à la limite une vidéo qui donne plus d'explications, mais c'est surtout pour les méthodes où j'ai ma deuxième vidéo qui, elle, va présenter un exercice d'application. Ensuite, l'étudiant est invité à répondre à une question du type soit choix multiple, soit vrai-faux, et il va avoir un feedback instantané. Donc, il peut vérifier tout de suite si sa réponse est bonne ou pas. Donc, si sa réponse n'est pas bonne, là, il dit « Ah, il y a un problème, je vais revoir la vidéo. » Il revoit la vidéo, puis là, quand il revoit la vidéo, il va y avoir une question différente parce que c'est pigé de façon aléatoire dans la banque de questions. Une question différente, puis là, il refait la deuxième question. Là, admettant qu'il l'a réussi, ben, c'est tant mieux. S'il ne la réussit pas, il peut juste en la faisant se rendre compte « Ah oui, c'est vrai, je me suis trompée en faisant ceci. » Donc, des fois, il a juste à revoir la deuxième, c'est des courtes vidéos où je présente l'exercice pour l'aider. Ainsi de suite. Donc, la leçon, c'est une série de concepts. Puis, à la fin de la leçon, il va avoir une note, mais la note, elle est de façon formative. Elle n'est pas évaluée dans le bulletin. Et une fois qu'il a, c'est-à-dire toutes les 2 leçons, on fait un test. Donc, au bout de 2 leçons, il fait un test qui, lui, est évalué au bulletin. Et ce qui est encourageant pour eux, c'est que moi, ma banque de questions est la même. Donc, que ce soit les questions qui sortent ici ou les questions qui sont dans le test, c'est la même banque de questions. Donc, ils sont au courant que c'est la même banque de questions et que plus ils vont faire d'exercices avant, plus ils ont des chances que dans leur test, c'est des questions qu'ils ont déjà faites ou en tout cas, c'est des questions qui vont ressembler à quelque chose qu'ils ont déjà fait. L'autre chose, c'est que dans le test, pour éviter que les étudiants ne disent « Bon, je vais réviser, admettons, j'ai 8 concepts dans ma leçon, je vais laisser tomber les derniers concepts, je ne pense pas qu'ils seront là dans le test. » Moi, je leur dis, mes étudiants, dans le test, vous allez avoir une question ou un exercice sur chaque concept. Ne vous fatiguez pas, vous allez être interrogés sur tout. Là, je ne suis pas en mode examen où je vais choisir je pose des questions ici et pas là. Là, vous avez votre temps, puis les tests, je leur donne vraiment amplement le temps pour les faire parce que l'idée, c'est vraiment, comme je leur dis, c'est pour votre apprentissage, les tests. Oui, c'est évalué, oui, c'est dans le bulletin, mais c'est plus pour… je serais contente si vous avez tous des 100% dans le test. C'est que vous avez fait plusieurs fois les leçons, vous avez vraiment bien compris et vous êtes prêt pour l'examen. Donc oui, c'est évalué, mais en même temps, c'est beaucoup formatif aussi. Alors, pour monter ces leçons-là, c'est la ressource test qui a été utilisée. Donc, la ressource test dans Moodle, en fait, elle permet de poser des questions. Donc, généralement, c'est des questions comme de type choix multiple, vrai, faux, ou d'autres types de questions, mais en plus, elle offre la possibilité d'avoir une question qu'on appelle de type description. Donc, c'est une question, c'est pas une question en fait, c'est une page dans laquelle on peut mettre des vidéos. Donc, moi, j'ai utilisé la ressource test dans les pages de type description, dans les questions, entre guillemets, de type description, je mettais mes vidéos et ensuite, je mettais les exercices qui sont choisis de façon aléatoire dans ma banque de questions et c'est ce que me permet de faire le test. Donc, il y a les questions de type description dont j'en ai parlé. Alors, j'ai utilisé les questions choix multiples, vrai, faux ou close pour les questions sur le contenu de la capsule vidéo. Donc, une fois qu'ils ont visionné, je leur pose des questions. Donc, j'ai vraiment exploité à fond la ressource test, que ce soit pour les leçons, pour fournir les rétroactions, pour adapter l'apprentissage des étudiants qui ont plus de difficultés. Donc, c'est vraiment la ressource test qui m'a permis à un étudiant qui a des difficultés de lui dire avant même de passer le test sur lequel il va avoir une note, ben, ton apprentissage n'est pas encore à point.
Puis je leur dis à mes étudiants, ne passez pas le test si vous n'avez pas dans votre leçon au moins un 70-75%. C'est qu'il y a un problème sinon. Vous allez échouer le test. De toute façon, le test, il est pigé dans les mêmes banques de questions. Donc, il vaut mieux bien se préparer au niveau des leçons avant. Et bien sûr, vu qu'on est à distance, vu que c'est asynchrone, l'étudiant va à son rythme, il peut voir une partie de la leçon aujourd'hui et revenir le lendemain, donc il n'y a rien qui l'oblige à la faire de façon continue, bien que moi je le conseille, mais bon, ils sont libres. Ceci dit, je me fais dire que, bien entendu, vous l'aurez deviné, que ça prend plus que 3 heures pour passer à travers la matière que normalement est vue en 3 heures. Ça ne me dérange pas tant que ça, parce que je leur dis, un cours universitaire demande environ 9 heures à la maison. Donc, si je vous fais faire beaucoup d'exercices en ligne, parce que d'habitude, qu'est-ce qu'il y a? Ils prennent 3 heures en classe, plus à la maison pour réviser la matière et pour faire leurs exercices. Ben moi, les 3 heures, c'est un apprentissage, ça prend plus que 3 heures parce que vous faites plus d'exercices, parce que vous avez du mal à comprendre, mais le résultat va être là à la fin. Donc, en termes de déroulement, comment j'ai fonctionné, c'est qu'au départ, je fais une analyse de besoin. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est que j'ai fonctionné par des cartes conceptuelles. Donc, j'ai pris tous les concepts du cours, je les ai organisés en cartes conceptuelles pour structurer mon cours, pour déterminer les besoins en formation. Sur quoi je vais mettre l'emphase, etc. Les cartes conceptuelles m'ont surtout permis d'être un outil de collaboration avec l'assistant de recherche. Donc, tu sais, quand on parle, on a notre carte, OK, ça c'est fait, ça c'est pas fait. Mais finalement, cette partie-là, on l'avait mis après, mais à bien y réfléchir, on devrait la mettre avant, etc. Donc, on a un support visuel pour faire ça. Ensuite, la scénarisation pédagogique. Donc là, en fait, c'est ça, c'est de définir l'itinéraire qu'on va suivre dans la leçon, les ressources qui sont mises à disposition des étudiants. En gros, moi, ils ont leur leçon, mais ils ont aussi leur PowerPoint parce que je n'oblige pas les étudiants à passer à travers les PowerPoint. Plutôt, je n'oblige pas les étudiants à passer à travers la leçon. Moi, je le dis, vous êtes majeur et vacciné. L'essentiel, si pour vous, vous allez avoir une bonne note pareille, mais en lisant le chapitre du livre et en faisant les exercices, vous avez mes PowerPoint à côté. Puis, vous pouvez ne pas utiliser les leçons. Mais ceci dit, je remarque que tout le monde passe à travers les leçons et c'est tant mieux. Oui. Est-ce que tu préfères attendre à la toute fin pour la période de questions ou on pourrait y aller avec quelques… non, on pourrait y aller au fur et à mesure. Ça ne me dérange pas, surtout qu'on a quand même un peu… C'est-à-dire, on a le temps, donc on peut, oui. OK. Ici, en fait, on avait un lien avec… est-ce que c'est possible de voir une carte conceptuelle, un exemple? Oui, elle est là. OK. Et quel logiciel est utilisé pour la carte conceptuelle? Ah non, moi, je n'ai pas utilisé nécessairement en fait, je pouvais utiliser MindMap au début, mais l'idée, c'était vraiment de ne pas aller avec un outil particulier pour la carte conceptuelle. Tu sais, mon étudiant, moi, on se réunissait, on mettait les concepts, je les organisais, je faisais un brouillon, puis après, lui, il la faisait avec PowerPoint, pas avec… mais j'aurais pu utiliser n'importe quel logiciel de carte conceptuelle pour ça. Okay. Ensuite, le développement. Alors, le développement, c'est ce qui prend le plus de temps, notamment la banque de questions et bien entendu, les vidéos. Les vidéos, il faut se dire tout de suite qu'on ne va pas être parfait. Moi, au début, ça m'a pris un temps fou. Le temps que ça m'a pris pour faire les 2 premières leçons, c'était vraiment, ça ne finissait pas. Donc, parce que je dis un mot qui n'est pas le bon mot, je répète, je dis, ça ne marchait pas tout le temps. Puis moi, je suis une perfectionniste, donc ça ne marchait pas, je répète. Et là, il faut se dire que c'est comme si c'était un cours en classe. Je peux dire un mot qui n'est pas le bon mot, je peux tousser, il peut arriver, aujourd'hui, on n'a pas le droit de tousser, mais tu sais, tout peut arriver, donc il ne faut pas être très, très exigeant, sinon on n'en finit pas.
Puis là, bien entendu, la première fois que j'ai donné le cours, c'était à l'automne. Puis moi, je pensais le donner à l'été, mais l'été, c'était une session intensive. Donc, finalement, j'ai dit au directeur du module, non, finalement, ce n'est pas une bonne idée de le donner, de le tester dans une session intensive. Donc, je préfère le donner dans une session normale parce qu'intensive, ça suppose 2 leçons par semaine, 2 cours par semaine. Donc, ça devient difficile. Donc là, le pré-test, j'ai fait attention pour le faire dans les conditions normales. Puis, c'est ça. Alors, pour la carte de concept, là, j'ai commencé par mettre tous les concepts ensemble et ensuite de les relier. Ça permettait de faire les liaisons entre les différents thèmes qui sont vus dans le cours. Donc, voilà un exemple comment j'ai organisé les cartes de concept. Donc, par exemple, ici, ce que je vois, c'est les différentes méthodes qui sont présentées. Ça veut dire que j'ai vraiment une capsule vidéo pour chaque type pour chaque encadré. Donc, c'est ça. Vraiment, il faut avoir, en fait, il faut penser que j'ai une vidéo pour présenter le concept et une vidéo pour présenter un exemple, un exercice. Ensuite, les leçons, en fait, ça m'a permis de monter les leçons. Donc, les leçons, si je regarde ici, par exemple, pour le même cours, là, je commence par une vidéo sur l'introduction aux prévisions. Après, des questions, donc c'est pigé de façon, quand c'est aléatoire, en fait, toutes les questions sont pigées de façon aléatoire. Les approches qualitatives, une question. Là, il n'y a pas encore une deuxième vidéo qui présente un exercice parce que c'est juste des concepts. Après, les approches basées sur la moyenne. Donc, donc ici, j'ai une question éclair. Donc, ça, c'est l'exercice que moi, je fais à l'étudiant. Puis là, après, c'est l'exercice que l'étudiant fait. Des fois, je lui demande une question. Des fois, comme ici, par exemple, il peut avoir à faire 2 questions si j'estime que le thème est important. Comme ici, par exemple, c'est 2 questions. Ça dépend aussi si dans le thème ici, j'ai 2 choses ou 3 ou une seule chose qui sont vraiment importantes que l'étudiant doit maîtriser. Donc, chaque chose qui est importante que l'étudiant doit maîtriser, il va avoir une question dessus. Donc, le cours, il va être organisé en modules. Chaque module est composé de leçons. Donc, comme ici, par exemple, j'ai 2 leçons et j'ai un matériel complémentaire du thème dans lequel je mets les diapos et j'ai le test qui se fait à la fin de la leçon. Je vais vous montrer après l'exemple du cours en question. Donc, voilà. Ça, c'est la suite des modules, mais j'irai vous présenter mon cours après plus en détail. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier les consignes. Les consignes, c'est vraiment, pour moi, c'est très important. Donc, il faut d'une part envoyer des courriels à chaque début de leçon. Vous êtes rendu à la leçon 2.2. C'est sûr que ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas été là et ça va les stresser un peu, ça va les rappeler. Puis ceux qui sont assidus, ils vont le lire, ils vont dire oui, c'est bon, je vais le faire. Donc, ne pas oublier les consignes. Puis moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours les lectures, mais là, je vais vous le présenter. Je pense que j'irai peut-être tout de suite dans le Moodle pour vous présenter comme les consignes. Et puis, je vais aller à mon cours, puis je reviendrai après à mon PowerPoint. Donc, Est-ce que je peux t'interrompre, Anissa? Oui. OK. On avait une question de Nabia qui nous disait pour un cours de 3 crédits premier cycle, cela demande environ combien de temps pour tout, en fait? Préparer le cours, faire la banque de questions, faire le montage sur Moodle? Moi, je n'ai pas compté mes heures, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais moi, je suis, vous l'avez dit au début, je suis professeure en production. Donc, en production, on a des coûts fixes et des coûts variables. C'est quand on produit quelque chose, on a les coûts fixes, les coûts variables. L'analogie que je fais, c'est que pour ce cours, les coûts fixes sont très, très élevés. C'est comme si j'ai acheté une machine à je ne sais pas combien de millions. Mais après, mes coûts variables, en termes de qu'est-ce que je fais dans la session pour le cours,
ça descend, mais de façon vraiment vertigineuse parce que les étudiants, vous allez voir, je vais vous présenter le cours, les étudiants sont maintenant, c'est-à-dire ils ont tellement de matériel qu'ils posent moins de questions. Les premières sessions, moi le cours, comme le cours méthode statistique en gestion, j'ai commencé à le donner à l'automne 2019, 18, puis le cours gestion des opérations, lui, je commence à le donner la session prochaine. Puis là, les étudiants, je prends le cours méthode statistique, les étudiants, au début, ils me posaient plein de questions. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, avec la quantité pour ma banque de questions, de questions que j'ai mises, il y avait des fois des petites erreurs, des fois une question qui était mal formulée, des fois, ça pouvait arriver. Donc, moi, à chaque fois que j'ai une question, je reviens à la banque de questions, je corrige, j'arrange le tout. Ça, c'était la première session. La première session, c'est une session de test. Il va y avoir encore un coup fixe à donner. La deuxième session, encore des questions, mais beaucoup moins. Puis la session passée, je me rappelle, c'était même, je me disais, il y a un problème là. Personne ne pose de questions jusqu'ici. Là, je l'écrivais, posez vos questions, je suis là pour ça. Je leur ai même dit, je suis payée pour ça, pour répondre à vos questions. Puis là, je me disais, j'attendais l'intra parce que je me disais, ça va pas réussir du tout ce cours-là. Je regardais les notes, ça allait quand même, mais je me disais, non, ça se peut pas qu'ils ne posent pas de questions. Puis finalement, ils n'ont pas, ça a super bien été. Et même, ça a été une des sessions les plus réussies. Donc, c'est un coup fixe au départ. C'est beaucoup, beaucoup, énormément de temps. Donc, si je vous montre juste de quoi ça peut avoir l'air. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben oui, je pense que tu as bien répondu pour cette question-là. On avait aussi, quelle est environ la durée moyenne des capsules? Alors, la durée moyenne des capsules, moi, ça a été à peu près entre 10 et 15 minutes. Elles sont longues. J'aurais pu les raccourcir plus parce que idéalement, ce qu'on dit, c'est vraiment des toutes petites capsules. Mais malheureusement, je suis même des fois obligée d'en faire une à 20 minutes parce que pour plusieurs raisons. C'est que moi, quand je fais les capsules, dans mon esprit, je m'adresse aux étudiants qui ont des difficultés. Je ne m'adresse pas aux bons étudiants parce que les bons étudiants, ils peuvent dire, moi, le calcul de la variance, je sais faire ça. Je ne vais pas regarder cette vidéo-là, c'est bon, je passe à la suite. Donc, et moi, je pars du principe qu'il faut que l'information arrive à la mémoire à long terme. Donc, il faut répéter, donc il faut insister. Du coup, des fois, je me dis, ah, j'ai trop allongé mon discours, mais pour le moment, vous allez voir, les évaluations des étudiants sont très bonnes. Quand je dis les évaluations du cours, c'est-à-dire ils aiment beaucoup le cours. Ils sont tout le temps, mon cours est archi plein tout le temps. J'atteins les 50 étudiants à toutes les sessions, qui est le maximum que je tolère. Donc, je me dis, ça fonctionne, mais idéalement, ce qu'on dit théoriquement, c'est qu'il faut que les capsules soient courtes. Donc, moi, je dirais en moyenne 12, 7. Ça dépend si c'est une méthode, comme par exemple, des fois, je présente un concept, mais il y a deux méthodes dedans. Donc, ça prend plus de temps. Mais bon, j'avoue que c'est peut-être un peu lent, mais ça marche. Donc, voilà. Merci. De rien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça semble aller pour l'instant. Merci. OK, parfait. Donc là, maintenant, comment fonctionne mon cours? C'est que, bon, j'ai des lectures à faire que les étudiants vont faire. Ensuite, ils ont les leçons. Donc, par exemple, dans leur module, en fait, c'est exposé en modules. J'ai 3 modules avant la demi-session. Ensuite, j'ai la rubrique révision de l'examen intra, dans laquelle on va trouver le guide de préparation, un forum pour tout ce qui est questions sur l'examen et les formules, la feuille de formules qu'ils peuvent utiliser. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'être vraiment, de tout expliquer, de les consignes, c'est important. Comme par exemple, avant l'examen, ben moi, je leur donne vraiment tout ce qu'ils doivent avoir. Comme là, par exemple, je leur dis, bon, vous avez 35 questions, vous devez savoir faire ceci, savoir faire cela. Donc, comme un checklist pour les aider dans leur apprentissage.
Sinon, ben, en fait, avant chaque module, ils ont ici ce qu'ils doivent faire. J'ai essayé de rajouter des images pour pas que ce soit tout le temps, parce que Moodle n'est pas fort pour l'aspect visuel. En tout cas, j'ai essayé de faire mon maximum. Puis là, comme j'ai dit, c'est 2 à 3 leçons maximum. Puis une leçon, c'est une semaine. Donc, ici, le module, par exemple, le module 2, c'est 3 semaines. Puis, après les 3 semaines, ben là, c'est le test 2 qui est fait. Après, bon, donc c'est ça. Alors maintenant, comment fonctionne si je choisis, peu importe, n'importe quelle leçon? Je vais prévisualiser le test qui est en fait la leçon, parce que je ne peux pas changer le terme test, tout est monté en test. Donc là, par exemple, je présente une première vidéo là, sur la loi uniforme. Ensuite, je fais un premier exercice sur la loi uniforme et ensuite, je donne un exercice à l'étudiant à faire. Et admettons que lui, il répond 0,3, il peut vérifier. Donc là, votre réponse est incorrecte. La bonne réponse, c'est aucune de ces réponses. Là, il passe à la page suivante. Donc, par page, j'ai ici, par exemple, la loi normale. Donc, introduction, qu'est-ce que la loi normale? Ah oui, là, par exemple, vous voyez, je fais un exercice, je montre comment se fait le calcul avec Excel et là, après, ils ont leurs questions. Donc, c'est à laquelle ils vont répondre. Parce que des fois, je leur montre comment ça fonctionne avec Excel. Donc, c'est toujours la même affaire. C'est pour ça que la personne qui m'avait… vous voyez ici, par exemple, le calcul de l'air sous la courbe normale. Ça, c'est un concept qui est à la base de tout ce qui vient après. Donc, il faut que l'étudiant ait vraiment bien compris comment le faire. Donc, moi, je présente comment le faire. Je fais un exercice. Puis là, je lui demande 3, 4, 5, parce qu'il y a 5 cas différents de calcul de l'air sous la courbe. Donc, par exemple, dans la première, là, mon but n'est pas de rentrer dans les détails, mais juste pour vous donner, par exemple, je peux calculer l'air comprise entre 0 et une valeur positive ou l'air comprise entre deux valeurs positives, 50 et 70, ou l'air comprise entre, par exemple, une valeur négative et une valeur positive. Donc, je pose autant de questions qu'il y a de choses à comprendre dans le cours. Et ce qui me permet de faire ça, ben en fait, ça continue comme ça. Donc, c'est la même affaire. Des fois, c'est 2, des fois, c'est 3, dépendamment du Excel. C'est pour ça que je dis, c'est quand même beaucoup de vidéos à faire. Ce qui me permet maintenant de faire ceci, donc une fois que j'ai fait ça, ben là, je réponds, puis à la fin, quand j'arrive à la fin, à la dernière page, ils ont fait la page 9. Là, ça, c'est le dernier concept qu'ils ont vu. Donc, par exemple, l'approximation de la loi binomiale par la loi normale. Ils font page suivante. Puis là, ils ont les exercices qu'ils ont à faire, l'équivalent des exercices à la maison. C'est-à-dire, je leur dis, normalement maintenant, admettons qu'ils ont eu 95%. La matière a été assimilée. Si tu veux faire plus d'exercices, choisis les exercices qui sont encouragés à faire. Si, par exemple, ils ont eu, je ne sais pas moi, 60% ou 50%, ben là, ils peuvent terminer la leçon et la refaire à nouveau ou refaire juste, revenir à quelques capsules. Mais moi, je leur conseille toujours de terminer la leçon et de refaire une note parce que quand je fais terminer la leçon, j'ai une note. Donc, si je fais tout envoyer et terminer, ils vont avoir une note. Comme là, ma note, elle est vraiment pas bonne. Donc là, je ne sais pas, ils disent la note est 1 sur 9. Donc, c'est vraiment, disons, 11%. La note est de 11%. Là, ce n'est pas bon. Mais là, je reviens à mon module et je lance de nouveau la leçon et je vais tomber avec de nouveaux exercices. Ce n'est pas les mêmes que tout à l'heure, grâce à la banque de questions. Maintenant, je vais aller à la banque de questions parce que tout le secret est là. Anissa? Oui. On avait 2 petites interventions dans le clavardage. En fait, juste pour préciser, le cours, c'est bien un cours entièrement asynchrone? Complètement, oui. OK, parce que dans les questions, c'est ça, on nous demande, est-ce que les tests, en fait, les sommatifs sont faits par les étudiants tous en même temps ou est-ce qu'ils peuvent choisir le moment de passation? J'imagine que c'est oui, asynchrone. En fait, alors, pour les tests, tout est asynchrone.
En fait, les tests, ils les font chacun quand ils veulent. Ils ont en fait 3 semaines. Admettons qu'ils ont 2 leçons, c'est 2 semaines. Le test est disponible dès le début. Il peut le faire. Au début, moi, j'avais pensé faire des achèvements. C'est-à-dire, il faut que tu finisses la leçon 1 et la leçon 2 pour pouvoir faire ton test. Mais après, je me suis dit, non, c'est quand même, je ne vais pas rentrer dans les achèvements. Au début, j'avais monté tout le cours avec les achèvements. Puis juste avant de le donner, j'ai enlevé tous les achèvements partout. Parce que je me dis, il y en a qui vont vouloir juste lire peut-être le livre, pas regarder les vidéos. Ils sont libres. L'essentiel, c'est qu'ils s'assument. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je te donne tout. Maintenant, si tu veux pas consacrer le temps à voir les vidéos et tu veux une autre façon d'apprentissage, vas-y. Mais moi, si ton examen n'est pas bon, tu vas avoir ton 30% ou ton 40% ou peu importe. Si tu arrives à t'en sortir, tant mieux pour toi. Mais donc, du coup, j'ai enlevé tout ce qui est achèvement. Donc, la personne a, dès le départ, dès que le module est disponible, ils ont la possibilité de faire le test. J'ai oublié de vous dire, moi, le test, c'est vraiment, oui, c'est sommatif, ils vont avoir une note dessus, mais c'est plus évaluatif que sommatif. Donc, pourquoi? Parce que je leur donne la possibilité de faire 2 tentatives. Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent un test, qu'ils vont faire un test, il est différent de celui d'avant. Donc, pourquoi en fait je me permets de faire ça? Parce que dans la banque de questions, j'ai plusieurs questions dans chaque rubrique. Et pourquoi je ne suis pas obligée de le faire au même moment? Parce que de toute façon, même si 2 étudiants sont assis l'un à côté de l'autre, pour faire, admettons que ils vont avoir des questions différentes, ils n'auront pas le même test en fait. Ce n'est pas le même test qui est donné à tout le monde. Mais le niveau de difficulté est le même pour tout le monde. C'est-à-dire, je pose des questions sur la même affaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais qu'il y avait une autre question avant de présenter la question. Est-ce qu'ils sont chronométrés, les tests? Oui. Oui. Ils sont chronométrés, mais si le test, il leur faut, admettons, 1h30 pour faire le test, je leur donne 3 heures. Prenez votre temps. Vous êtes en apprentissage quand vous faites le test. C'est à l'examen, parce que le test ne vaut pas beaucoup. Donc, c'est à l'examen que tu es vraiment chronométré de façon… C'est-à-dire que vraiment, tu dois avoir tout compris. Donc, tu peux revenir, regarder tes vidéos si tu veux. Je ne suis pas très sévère au niveau du test. Tu peux le faire 2 fois. L'essentiel, mon objectif, c'est que tu aies une bonne note dans le test, parce que si tu as une bonne note dans le test, c'est que tu as bien compris la matière. Parce qu'on s'entend ici, souvent, je donne des choix multiples à 5-6 choix. Donc, la probabilité qu'ils répondent au hasard, qu'ils ont la bonne réponse est quand même assez faible. Donc, s'ils ont eu une bonne note, c'est que vraiment, ils ont bien compris. OK. On avait un autre commentaire, c'était si je comprends bien, les vidéos et tests dans le Moodle viennent compléter les leçons et les exercices faits en classe, mais ne les remplacent pas. Est-ce exact? Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, on est dans un cours asynchrone, donc il n'y a pas d'exercice. Tout est asynchrone. Tout est asynchrone, il n'y a pas d'exercice. En fait, il n'y a pas de classe. Exact. Ce que je disais tout à l'heure, pour le professeur, il va mourir avant de préparer ce test, ce cours-là. Il va travailler comme un fou pour préparer ça. En tout cas, moi, j'ai passé un temps incroyable. Vous allez le comprendre quand je vais vous présenter la banque de questions. Mais après, moi, j'y vais pas 3 heures de temps. J'ai le forum, par contre, que je consulte à tous les jours pour répondre aux questions. Mais comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas des milliers de questions. Au début, c'était quand même assez de questions, mais au fur et à mesure, avec l'amélioration du cours, je n'avais pas vraiment tant que ça de questions. Donc, c'est vraiment l'étudiant, il est en apprentissage seul, à son rythme. Puis, ça fonctionne super bien parce que, en fait, j'en parlerai après, mais le taux d'échec a diminué. Les notes se sont améliorées. J'ai quand même de bons signaux. OK. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai plus d'échecs, pas d'échecs, j'ai plus d'abandon avant la demi-session. C'est-à-dire qu'en classe, on dirait, c'est psychologique, l'étudiant, il pense, quand il est en classe, il pense qu'il peut réussir le cours. Donc, il reste dans le cours. Même s'il n'est en train de rien comprendre, il continue son cours, il arrive à tous les mercredis matins pour ces 3 heures
en espérant peut-être comprendre. Dans le cours médiatisé, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai un taux d'abandon, en fait, avant l'examen intra, avant même qu'il soit évalué. Tu sais, ils se disent, non, ce cours-là n'est pas fait pour moi. J'ai toujours 4, 5 étudiants qui vont dire, non, j'y arriverai pas parce que je ne suis pas assidue. J'y arriverai pas parce que je ne peux pas trouver le temps. Je préfère aller 3 heures en classe, puis je comprends ce que je comprends et je ne comprends pas ce qui reste, puis ce n'est pas bien grave. C'est vraiment, et puis c'est pas un gros taux d'abandon, mais il y en a qui abandonnent avant l'examen intra. J'ai environ 4, 5, si je regarde, tu sais, en fait, c'est au moment où je rentre mes examens intra. Dans les notes ici, je me rends compte que, j'en ai 4 qui n'ont fait aucun test, ou j'en ai 4 qui ont fait le test 1, le test 2, puis qui ont arrêté là. Donc, alors, pour ce qui est de la banque de questions, la banque de questions, il ça marche. Oui. Non, je pense que c'est une participante qui a son micro ouvert. Je vais aller le faire. OK. Mais j'ai quand même d'autres commentaires dans le clavardage aux questions. Oui, je peux y aller. Dans le fond, à votre avis, quel est l'apport spécifique d'une vidéo qui reprend l'explication d'un concept déjà présenté par écrit dans un volume ou dans un texte? Est-ce que vous avez aussi des trucs par texte puis que vous le reprenez en vidéo? Quel serait l'apport de l'amener en vidéo? C'est ça la question. En fait, c'est l'apport, c'est qu'il y en a qui préfèrent mieux écouter. Aujourd'hui, on est dans les... ils ont tous grandi avec les iPads, ils ont tous grandi avec les vidéos, avec YouTube, avec... Oui, on peut. Oui, parce que je l'ai envoyé même aux enseignants. Attendez, je vais aller fermer le micro. On n'a pas besoin de place. Hein? Bon, je la retrace pas. Je pense que c'est bon. C'est correct, Karine, je l'ai fermée. OK. Donc, en fait, les étudiants, ils vont lire moins aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas correct, je sais qu'il faut les pousser à lire, mais malheureusement, ils sont comme ça, nos étudiants. Ils préfèrent regarder une vidéo ou l'explication. Il y a aussi, tu sais, moi, je présente plus que ce qu'il y a dans le manuel, je présente des exemples. C'est-à-dire, je présente des fois sous forme ironique les choses. Je présente, quand je dis ironique, je rigole d'un concept où je dis « Ah, imaginez si… » Donc, c'est plus… En tout cas, c'est sûr qu'on peut penser ne pas faire de vidéo puis leur dire « Lisez votre texte, mais… » Puis lisez votre texte, puis venez faire les exercices sur Moodle. C'est possible aussi. Mais je ne sais pas si… je me demande si ça serait autant réussi que le cours ici. Je ne sais pas. Il faut le tester. C'est sûr que je peux peut-être ajouter que, tu sais, avec la pédagogie inclusive qu'on parle de plus en plus, tu sais, pour finalement répondre aux besoins du plus grand nombre, si on a autant l'audio-vidéo que du texte, je pense qu'on peut venir répondre aux différents types d'apprenants. Oui. Puis nos apprenants aujourd'hui ne sont pas comme nous. Ils sont différents, ils sont très… En tout cas, comme nous. Moi, j'ai quand même… un certain âge, ce n'est pas la peine de le dévoiler. Mais tu sais, j'ai grandi dans les années 80, donc on n'est pas 80-90, on n'est pas du tout dans la même réalité qu'aujourd'hui. Donc, eux, ils aiment regarder des vidéos. Même moi, je remarque avec mes propres enfants, par exemple, mon garçon, quand à un certain moment, pour lui présenter des concepts en français de grammaire, j'ai trouvé Monsieur Pierre sur Internet qui, lui, faisait mieux la job que moi, pas parce qu'il est meilleur que moi, mais parce que mon garçon est content quand il regarde une vidéo sur Internet. Mais il n'est pas content quand je lui dis, regarde, on prend ton volume, puis commence à lire les explications, puis je sens qu'ils sont très différents. Donc, je ne sais pas, ça reste vraiment un gros débat, ça. Mais bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous présenter la banque de questions. En fait, la banque de questions, comme vous pouvez voir, elle est longue. Puis là, avant de commencer à vous la présenter, je vais commencer par présenter la dernière rubrique. En fait, ce que vous voyez entre parenthèses, 15, 6, 5, 4, etc. ici, ça, c'est le nombre de questions par rubrique, OK? Vous allez dire, oui, mais depuis tout à l'heure, elle parle, puis elle dit qu'elle a plein de questions et c'est juste cette question. Ce n'est pas juste cette question. En fait, c'est que j'ai eu un problème d'affichage récent parce qu'à l'UQAR, on a changé
on a changé l'éditeur d'équations. Et moi, toutes mes questions sont avec des équations, ou presque. Donc, il y a, entre autres, ici, 99 questions qui ont été corrigées la semaine dernière. Donc, avant, quand je cliquais sur n'importe quelle question, admettant pour ouvrir une question, je ne voyais pas les équations. Vous voyez, quand je l'ouvre au départ, vous voyez comme n'importe quoi. Regardez, dans la première seconde, il y a comme du n'importe quoi qui paraît. Puis là, après, bon, j'ai mon équation. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai toutes mes questions que j'avais montées avec l'éditeur d'équations. On devait les adapter, si on veut, à la nouvelle avec le nouveau éditeur d'équations. Et je remercie beaucoup Geneviève Sanson à l'UQAR. Donc, moi, j'ai répertorié ici, il y en avait plus de 150 questions. J'ai répertorié ici toutes les questions. Donc, j'en ai 99 qui ont été modifiées avec le nouveau éditeur d'équations. Et là, ça vient d'être fait. Donc, il faut que j'aille les mettre dans les bonnes catégories. C'est pour ça que j'étais quand même assez, disons, intelligente pour mettre entre parenthèses, quand je les ai déplacés, j'ai mis le 104.2, le 105.1 corrélation, le 105.2 analyse 2, pour savoir où les remettre. Donc là, il faut toutes les remettre, mais en moyenne, j'ai quand même un grand nombre, j'ai à peu près une quinzaine, une vingtaine de questions par rubrique. Donc l'idée, c'est vraiment de décortiquer la leçon avec des questions. Là, c'est plus que ce que j'ai décortiqué dans les vidéos. C'est que des fois, une vidéo, j'ai 4 questions en bas de la vidéo. Donc, si j'ai 4 questions, c'est que j'ai, comme ici, par exemple, je peux avoir 1, 2. Là, par exemple, c'est aperçu des statistiques. Je peux poser une question sur la terminologie, sur les types de variables, sur les échelles de mesure, sur les représentations des variables qualitatives, quantitatives. Et dans ça, quand vous avez 0, c'est que c'est subdivisé. Là, je peux avoir des distributions de fréquences, des distributions de fréquences cumulées, etc. Tout à l'heure, l'exemple que j'ai montré pour le calcul de l'air sous la courbe, là, vous voyez, il y avait 6 questions après la vidéo. C'est parce que j'ai 6 cas différents. Donc, pour chaque cas, j'ai un certain nombre de questions. Et là, comme je vous ai dit, le nombre ici n'est pas le bon parce que je vais aller dispatcher, mettre mes questions qui manquaient, qui ont été corrigées. Donc, voilà. Donc, ça fait que c'est là le travail. Le cours va réussir si on a une banque de questions aussi détaillée qui permet à l'étudiant, parce que moi, ce que je n'aime pas le plus chez les étudiants, c'est quand ils pensent que ça, c'est pas important. Ou quand ils pensent que, ça, elle en a parlé à la fin du cours, puis assez rapidement, il ne sera pas dans l'examen. Donc, moi, pour qu'ils aient vraiment un bon apprentissage dans le cours, je me dis, ils doivent être interrogés sur tout. Il ne faut pas laisser au hasard. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est très, très décortiqué. Par exemple, je ne sais pas, je prends n'importe quoi, le test du qui carré, j'ai le test d'ajustement avec fréquence égale, avec fréquence inégale. Souvent, en classe, ils ne savent pas c'est quoi le qui carré, j'en parle, je présente les fréquences égales, je suis à un quart d'heure de finir le cours, je présente les fréquences inégales assez rapidement. Ils peuvent dire « Oui, mais bon, ok, je vais bien comprendre comment ça se fait avec les fréquences égales. Là, je ne pense pas qu'elle ira aussi loin dans l'examen. » Mais là, ils vont avoir des questions sur chaque partie. Donc, voilà. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint. Donc, ici, ça, je l'ai présenté. Donc, ce qui était important, c'est vraiment de ne pas oublier les consignes, avoir un guide de préparation, avoir des messages, vraiment communiquer avec eux pour qu'ils sentent notre présence. Anissa, on ne voit pas ta présentation en ce moment. Ah. Merci. Oui, merci de me l'avoir mentionné. OK. Alors, donc ça, je l'ai passé le cours, c'est bon. Maintenant, ne pas oublier les consignes, comme j'ai dit, c'est important. En termes maintenant d'appréciation, là, je me suis permise de partager avec vous une des appréciations. En fait, c'est la première qui était, je dirais, parce que c'est le premier cours dans notre département qui se donnait à distance. Donc, les gens, les étudiants aimaient vraiment ça, puis ils étaient contents de voir le premier cours. Vous allez voir les commentaires.
Puis en même temps, je vais passer à travers les commentaires pour que vous voyez qu'est-ce qui est important pour l'étudiant. La bonne qualité des présentations PowerPoint. Donc, les présentations sont de très bonne qualité. La structure du cours est bien définie en début de session. Donc, ils veulent qu'au début de la session, qu'ils aient une idée parce que j'ai toujours des étudiants dans le cours qui veulent prendre de l'avance. Tu sais, les bons étudiants, c'est souvent ceux qui réussissent super bien le cours. Ils organisent leur temps. Je travaille 20 heures semaine, je fais ceci, tu sais, j'ai plein d'affaires, j'ai ce cours-ci avec un travail au mois d'avril, j'ai ce cours. Mais le cours statistique, je vais pouvoir l'avancer au maximum. Pourquoi je m'en suis rendu compte? Parce qu'au début, je faisais les modules apparaître au fur et à mesure. Mais là, je les fais apparaître dès le départ, pour ceux qui veulent prendre de l'avance. Bon, la structure. Donc, ils reviennent sur la structure, la clarté des explications, précision lors des explications. Les modalités des évaluations sont souvent mentionnées par courriel aux étudiants et cela est très apprécié. Tu sais, ils aiment quand on leur envoie des courriels disant que, par exemple, moi, dans mon cours, je leur dis, c'est l'examen arrive sous peu, vous allez avoir 30% sur telle affaire, 20% sur telle, 40% sur telle. Donc, quand même, je les aiguille dans leur apprentissage. La qualité corrige les problèmes. Ah oui, ça, c'est la grosse différence avec les cours en classe. Les étudiants, pour les cours en ligne, s'attendent à des réponses extrêmement rapides de nous. Donc, ils supposent que le professeur n'a rien à faire que de répondre. Heureusement, moi, j'ai mon téléphone et heureusement, ça ne me dérange pas. Tu sais, moi, je suis quand même flexible. Je me dis, je comprends, ils font les cours en fin de semaine. Eux, c'est là où ils ont le temps de regarder les vidéos. Donc, c'est là qu'ils posent des questions. Moi, de toute façon, mon téléphone, il va sonner, il va me dire, ah, il y a un courriel. Donc, moi, je rentre. Si c'est une réponse, puis je leur dis, je ne suis pas impolie, je ne vais pas dire bonjour, comment ça va. Tu sais, je vais juste aller à l'essentiel dans ma réponse. Que ce soit sur le forum ou… en fait, c'est surtout parce que je dis le courriel, mais eux, ils posent leurs questions par le forum. Mais moi, je reçois un courriel qui me dit, tu as une question sur le forum. Puis des fois, ça prend juste 1 minute. Je clique, je pars dans le forum, j'écris, oui, tout à fait, tu as raison, c'est bien cela, ta compréhension est bonne, bye, bonsoir. Ou des fois, s'il faut que j'ouvre mon livre et tout ça, ben là, je leur dis, tu sais, vous attendez à avoir une réponse dans les 24 heures, maximum 48 heures. Si au bout de 48 heures, ça c'est vraiment le gros max, vous n'avez pas de réponse, réécrivez-moi, il y a un problème, c'est que je vous ai oublié. Mais souvent, j'essaye de répondre très rapidement et c'est ce qu'ils apprécient le plus et c'est ce qu'ils s'attendent dans un cours à distance et je trouve personnellement qu'ils ont raison. Quand ils sont en train, même si c'est la fin, parce que j'ai des collègues, j'ai un collègue entre autres qui a donné un cours à distance, mais il me dit, mais comment tu fais pour répondre rapidement? Ils s'attendent à ce qu'on réponde même en fin de semaine. Ben, oui, c'est un cours à distance, donc il est asynchrone. Ça prend ça, en tout cas, selon moi. Donc, bon, ça, encore une fois, la clarté est importante, ça, c'est peu importe le cours, mais surtout, tu sais, quand on dit, quand c'est un cours asynchrone, tout se passe en vidéo, puis qu'ils trouvent ça clair, ça les aide. Toujours disponible via courriel, ça, c'est important. Merci pour les quiz aux 2 semaines, car c'est grâce à ces quiz que je renforce mes compétences. Donc, eux, ils aiment aussi l'idée des quiz, tu sais, des tests là, évalués, de la possibilité de le faire plusieurs fois. Alors, le cours est dans son ensemble, le cours est très satisfaisant, me plaît dans la mesure où il est possible de suivre le cours à son rythme. Ici, il devrait y avoir plus de cours médiatisés à l'UQAR. Sérieux, plus de cours à distance comme celui-ci. Une latitude dans la gestion du temps d'études est très appréciée dans la conciliation famille, travail, études. Merci beaucoup pour ce cours en ligne, très bien expliqué. Donc, tu sais, et puis moi, je leur dis merci à vous aussi d'avoir mis le temps. Et aujourd'hui, je suis bien contente que mes échecs ont diminué dans le cours statistique parce que c'est réellement un cours dans lequel on a beaucoup d'échecs et qui empêche l'étudiant de poursuivre son bac. On avait 40% qui arrêtaient le bac parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir les cours obligatoires au départ dans le cours statistique.
Donc, puis le dernier, merci pour tous les efforts que vous avez mis pour réaliser. Ils sont conscients de l'effort que j'ai mis aussi. Tu sais, à toutes les sessions, on me le répète, pour tous les efforts que vous avez mis pour réaliser les vidéos. Vous étiez déterminé à offrir un cours et vous avez réussi. Écoutez, il a dit, je suis très fière de vous. Mais tu sais, les étudiants sont contents, je suis contente, mon pari est réussi. Puis les facteurs de succès, finalement, c'est la bonne qualité, la disponibilité, la correction rapide. Quand je dis la correction, c'est lié à la disponibilité. Quand quelqu'un dit le numéro 73, je n'ai rien compris, il faut lui expliquer. Donc, ça semble bien convenir aux étudiants. Donc, à mon avis, c'est un pari qui a été bien réussi. Maintenant, ce que j'aurais aimé avoir, c'est un guide pour la médiatisation d'un cours. Ça, je n'avais pas, puis j'étais comme perdue au début, comment je vais faire, etc. J'ai vraiment, c'est par essai et erreur que ce cours-là a été construit. J'ai tout construit sous forme de leçons sur Moodle. Ensuite, j'ai tout refait sous forme de tests parce que les leçons ne me permettaient pas d'aller plus loin dans ce que je voulais offrir. Donc, bref, je sentais que j'avais besoin de plus de formation. Le colloque Fadio m'avait aidé, mais je sentais que j'avais besoin de plus. D'ailleurs, je suis dans la communauté de pratique parce que je sens qu'on a besoin d'échanger, on a besoin de partager beaucoup dans ce domaine. Puis l'autre chose, oui, que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, je n'avais pas quelqu'un qui m'a dit « Ah, prends cet outil, c'est le bon outil pour faire tes vidéos. » À l'époque, quand j'ai commencé à faire le cours, j'ai été au Fadio, puis on avait présenté le PowerPoint Mix, puis que j'ai adoré parce que je sais ce que j'avais besoin. Donc, j'ai commencé à faire mes vidéos avec le PowerPoint Mix. Mais à un certain moment, ils ont arrêté. C'était plus offert. Donc, à un certain moment, je n'étais plus capable de faire mes vidéos parce que l'outil n'existait plus. En plus, il y avait un bruit de fond tout le temps. Donc, finalement, j'ai réalisé qu'il fallait que je trouve autre chose. Mais le problème que j'ai eu, c'est que ma vidéo, je devais la préparer pour dans une semaine. Puis là, j'avais très peu de temps. Puis il fallait en tout cas, c'était un stress inutile, disons, que j'avais. Donc, ce qui me manquait, c'est vraiment un guide, que ce soit au niveau des outils technopédagogiques qu'au niveau de qu'est-ce qu'un bon cours médiatisé, finalement. Puis, bon, à l'UQAR, on a un problème pour le local. C'est à l'époque, bon, maintenant, normalement, on devrait avoir un dans les prochains mois. C'est un bon local pour faire de bonne qualité de vidéo. C'est ça, plus de temps, c'est sûr, parce que le temps... j'étais quand même très serrée dans le temps avec tout ce que ça demande comme travail. Donc voilà, alors ceci termine ma présentation. Je suis ouverte à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Anissa. Très intéressant et concret aussi. On avait quelques interventions. J'ai monsieur ou madame Lecourt. Dans le fond, je ne sais pas si tu aimerais prendre la parole. J'avais aussi Marie-Josée Tondreau qui avait une petite question là, que je peux peut-être lire ou je ne sais pas si Marie-Josée, tu peux lever ta main si tu préfères prendre la parole aussi. En fait, je peux parler à moins que madame ou monsieur Lecourt... Vas-y, Marie-Josée. OK. En fait, je veux avoir des profs comme vous. J'en veux plein de profs de maths comme vous. J'en veux plein chez moi. C'est exactement ce qu'on a besoin. Vous êtes un super beau modèle. Vraiment, là, je veux que... En fait, quand on va avoir la présentation, moi, ce que je fais, c'est que je rencontre le département de mathématiques puis je leur montre que ça se fait. Merci. Ils n'arrêtent pas de me dire que ça ne se fait pas, puis je ne le crois pas. Puis vous êtes la bonne preuve que ça se fait. Donc, bravo. Mais ma question, c'est que moi, je suis plus au collégial qu'à l'université. Ce qui fait en sorte que les enseignants veulent avoir les traces. Ils ne veulent pas seulement avoir la réponse à un problème. Ils veulent s'assurer que les étudiants vont sélectionner la bonne formule puis qu'ils l'utilisent adéquatement. Puis ils ne veulent même pas que les étudiants utilisent Excel à certains cours de maths. Je me demandais si vous aviez réfléchi quand vous avez fait vos questions d'examen, à savoir si vous aviez besoin, si vous ressentiez ce besoin-là
d'avoir des traces d'étudiants pour faire les corrections, ou si pour vous, c'était plus ou moins utile? Là? En fait, je vais repartager, attendez, je vais repartager le cours ici. Regardez comment j'ai pallié à ça. C'est que, je prends un exemple. Moi, les leçons à partir de la leçon 4, c'est des tests d'hypothèse. Donc, c'est 6 étapes. Puis, il faut que les 6 étapes soient respectées. Donc là, en fait, c'est que là, bon, au début, je me dis, il faut qu'ils sachent énoncer une hypothèse. Donc, j'ai des questions sur l'énoncé des hypothèses. Ensuite, ils doivent savoir choisir si c'est un test unilatéral ou bilatéral. Donc, j'ai des questions là-dessus. Ensuite, ici, je prends un test donné, par exemple, là, le test sur la moyenne. Ben là, ils doivent calculer la valeur de la statistique et ils doivent interpréter le résultat, donc leur conclusion. Donc, j'ai essayé d'avoir comme de les suivre dans les questions là-dedans. Donc, quand ils ont un exercice, je leur demande de suivre la démarche indirectement. Ceci dit, dans l'examen final, parce que dans l'examen intra, c'est surtout les probabilités, puis il y a, en fait, c'est surtout les lois normales et tout ça. Donc, ça, je fais beaucoup de choix multiples. Mais à l'examen final, je leur dis d'ailleurs, juste pour le fun, aujourd'hui même, j'ai envoyé aux participants, en fait, je vais vous montrer ça. Ça a été envoyé juste avant que je commence à 11h50. Important, suite du cours. Nous avons débuté ce lundi la deuxième demi-session, Puis là, ce que je leur dis justement, Ne sont pas... L'examen final, les exercices ne sont pas en choix. Oui. En fait, votre curseur est dessus. Juste sous votre curseur. Nous allons apprendre à faire plusieurs tests d'hypothèse dans les prochaines semaines. La réalisation du test suit 6 étapes que vous devez suivre régulièrement. Les conditions d'application des tests devront être bien connues et comprises pour chaque test. En faisant les exercices, il est important de suivre les 6 étapes. Puis après, je dis, à l'examen final, les exercices ne seront pas tous à choix multiples. À part les choix multiples, vous allez être interrogé sur votre démarche avec des questions. Donc, d'une part, il y a la banque de questions que j'ai organisée de sorte que intuitivement, ils vont suivre cette logique-là de la démarche. Parce que, comme j'ai dit, les tests, je suis dans l'apprentissage encore. C'est dans les leçons et les tests, je suis dans l'apprentissage. L'évaluation réelle se fait à l'examen. Les tests, c'est 20%, c'est pas beaucoup. C'est pas grave. Moi, je leur dis, tu sais, quand je fais j'ai quand même eu l'occasion de présenter. C'est ma 3e fois que je présente ce cours-là à des collègues, puis ce que je dis souvent, l'idéal, c'est qu'ils aient le 20 sur 20 pour le test, ou en tout cas, c'est le maximum de notes pour le test. C'est-à-dire qu'ils ont bien travaillé, ils ont fait ce qu'il faut, ils ont compris, ils sont prêts pour l'examen. Maintenant, pour l'examen, c'est là où vraiment l'évaluation se fait. D'abord, ils sont en classe, sous surveillance, un temps limité, donc c'est plus ça. Je ne sais pas si c'est répandu, mais c'est, je dirais, comme ça que j'ai pu… Oui, c'est bien. En fait, ça répond à certaines questions que nous avons par rapport au département. Ça ne répond pas nécessairement pour les évaluations finales parce que nous, on ne peut pas faire venir des étudiants de Matane à Noranda, par exemple. Oui, je comprends. Donc, mais ça, moi, j'ai fait une revue de littérature, en tout cas une revue de littérature. J'ai essayé de voir ce qui se passe, puis j'ai rien trouvé. S'il vous plaît, toutes les personnes présentes, si jamais vous avez des trucs sur l'évaluation, comment on peut faire l'évaluation sans qu'il y ait de triche, on devrait les partager entre nous parce que réellement, j'ai rien trouvé, moi, de mon bord. Donc, on travaille là-dessus. Hein? On travaille là-dessus présentement. Oui, il n'y a pas de… On sait pas parce qu'il y a quand même, on veut être certain que les personnes, c'est eux qui font l'examen, pas une autre personne. Donc, puis moi, c'est pour ça que les tests ne sont pas importants parce que je me dis, si c'est quelqu'un d'autre qui fait le test, à la limite, ça va se voir à l'examen. S'il a des 90% dans les tests et un 60% dans l'examen, ça se voit que ce n'est pas lui qui a fait les tests. Mais pour l'examen… On avait Mme André Baudin-Lecourt qui avait levé la main, là, qui avait 2 interventions dans le clavardage auxquelles on n'avait pas répondu encore. Donc, je te laisse la parole, Mademoiselle Lecourt.
Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, bonjour. Ma question était très technique, peut-être que c'est pas le moment, mais j'ai vu que les vidéos étaient intégrées dans le test Moodle plutôt, par exemple, que d'être présentées par ailleurs. Et je me demandais comment c'était paramétré derrière, parce qu'il n'y a pas de notes qui sont associées au visionnement de la vidéo. Oui, en fait, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est la question description. C'est que quand on crée un test sur Moodle, en fait, on a différents types de questions. Donc, si je viens ici, je vais ouvrir par exemple le test ici. Je vais faire modifier le test. Ben, quand je crée, admettons que je viens ici pour… parce qu'il est déjà engagé, donc je ne peux pas le modifier. Mais je vais créer juste un nouveau test pour vous montrer ça. Donc, là, je vais mettre juste pour créer… Oups! En fait, c'est que quand on choisit les questions… Oui, on dirait que c'est bloqué. Bon, c'est bloqué, j'ai l'impression. Mais je vais vous le dire oralement, désolée. Mais en fait, c'est que je l'ai dit dans mon PowerPoint tout à l'heure, quand on crée la ressource test et qu'on va aller rajouter des questions, on a des questions de type description. En fait, ces questions-là de type description, c'est des pages vides où il n'y a rien. Il n'y a ni réponse ni rien. C'est pour mettre le matériel dedans. Donc, je vais réessayer, voir si ça fonctionne. Mais ça va, en tout cas, l'explication, je vois bien. Merci. Okay, Et on avait aussi Sandra Enfield qui demandait, y a-t-il un forum de discussion en direct entre profs et étudiants? Bon, là, en fait, ici, ce que j'ai, c'est des forums classiques, donc ils répondent. Mais justement, dans un autre cours, je viens de faire autre chose. C'est que j'utilise la rubrique rendez-vous, puis j'ai décidé de l'intégrer pour la prochaine session. Je redonne le cours à la session d'été, puis je vais intégrer des rendez-vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des rendez-vous ici. Donc, on peut faire la rubrique rajouter rendez-vous. Puis l'étudiant, il peut choisir une plage horaire. Puis, je vais leur dire, moi, mon Skype entreprise va être ouvert. Donc, au besoin, il choisit sa plage de rendez-vous. Comme ça, je peux savoir, moi, tel jour, entre telle heure et telle heure, il est pris. En fait, c'est-à-dire, je dois être disponible pour tel étudiant. Puis, on peut soit chatter par écrit, soit se parler, c'est utiliser Skype Entreprise parce qu'on a la possibilité, on est tous sur Skype Entreprise à l'UQAR. Donc, on peut se parler directement, je n'ai pas besoin d'avoir mon téléphone, et on peut se voir, on peut partager l'écran, on peut tout faire sur Skype Entreprise. Donc, ça, pas ici dans mon cours, mais par exemple, je l'ai utilisé dans un autre cours. Vous allez avoir, l'étudiant va avoir… En fait, je l'ai utilisé, c'est récent, je découvre moi aussi. Mais en fait, c'est ça. Par exemple, rendez-vous téléphonique pour discuter le travail 1. Puis là, les étudiants mettent leur nom. Puis, moi, à ce moment-là, ils vont me trouver disponible. Moi, je mets mes disponibilités. Je sais que jeudi, entre 9h30 et 10h45, puis le lundi, entre telle heure et telle heure, mon Skype est ouvert. Il est à vous. Puis, vous pouvez poser toutes vos questions à ce moment-là. Donc, c'est une possibilité. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. OK. Si on a d'autres participants qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main, je peux vous donner la parole. Ou encore, je pense qu'on avait Nabia là, qui demandait, non, c'était plus un commentaire. Là, tantôt, on parlait pour éviter le plagiat, mais il apportait l'idée de chronométrer l'examen et mettre des questions aléatoires pour limiter le plagiat. Oui, mais on n'est pas certain que c'est lui qui passe l'examen. Mm-hmm. C'est ça qui dérange, en fait. C'est ça qui me dérange parce que moi, j'ai les questions aléatoires. J'ai tout ce qu'il me faut pour ça. Puis l'autre chose, c'est que, en fait, moi, c'est surtout d'être certain que c'est lui qui passe l'examen. Et pas quelqu'un ou un cousin ou un autre étudiant ou qu'il soit 10 autour de la table. J'en sais rien. Ils sont capables de tout.
OK, mais je pense qu'on a fait le tour des interventions là, qui ont été écrites dans le clavardage. Je ne vois pas autre chose pour le moment. Je pense que c'est ce qui pourrait conclure l'atelier d'aujourd'hui, là, si on n'a pas d'autres interventions. On a des merci, beaucoup d'appréciation de l'atelier, que c'est concret, des gens qui nous disent aussi là, que ça répondait à leurs besoins, que c'est très utile pour eux. Ah ben, super, tant mieux, tant mieux. Oui, on a des merci. Ben, merci tout le monde. Moi aussi, j'étais bien, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié partager avec vous mon expérience. Surtout, comme l'a dit Karine au départ, moi, je suis vraiment pas en formation à distance. J'ai commencé ça à l'automne 2018, mais c'est vraiment par besoin que j'ai été. C'est quoi mon besoin? Comment je peux y arriver? Puis pour un cours quand même difficile au bac pour nos étudiants par rapport à leur bagage avant, c'est considéré que, je dirais, le cours, peut-être même un des plus difficiles, pour ne pas dire le plus difficile. C'est quand même, moi je me dis, si j'ai réussi à empêcher un échec pour 2-3 étudiants par session, je vais être super ravie de ça. Donc, bravo, bravo Anissa pour tout ce beau travail, ce bel exemple aussi. Donc, merci à tous les participants d'avoir été là. Je vous inviterai à évaluer l'atelier, s'il vous plaît. J'ai mis le lien dans le clavardage. On a un petit dernier commentaire de Marie-Josée Tondreau que je vais prendre avant de fermer l'enregistrement. En fait, dans quelques semaines, nous allons essayer un examen écrit en espagnol en ligne. Les étudiants devront enregistrer leur écran, caméra ouverte, pendant l'examen et remettre cet enregistrement à l'enseignant. Ben oui, c'est une bonne option. oui, ça pourras nous en redonner des nouvelles, Marie-Josée. Oui, oui. C'est quoi l'outil qu'ils vont utiliser pour s'enregistrer, les étudiants? Zoom. Ah, OK. Donc, ils doivent avoir Zoom, en fait. Exact. Des belles idées qu'on a partagées. Oui, oui, super. Donc, merci beaucoup. Tu peux nous présenter le résultat après, j'apprécierais beaucoup. Ouais. Donc, merci. Bon après-midi à tous. Merci encore, Anissa. Et j'inviterai le CDEAF à arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît. Merci.